Bonjour et bienvenue dans ma lecture d'Herborance de Charles-Ferdinand Ramus, chapitre 7, après le retour du personnage principal, Antoine Pont, qui a été engouffré sous la montagne qui s'était effondrée et qui en est ressorti. Il est de retour et au chapitre 6, on l'a vu raconter son histoire, essayer de la raconter à ses amis dans la salle à boire toute une journée, pendant que sa femme Thérèse l'attendait à la maison. Et quand il est revenu, après avoir évidemment beaucoup bu, il s'effondre et lui s'endort. Mais elle, nous dit la dernière phrase du chapitre précédent, elle avait été passer la nuit chez sa mère. Que se passe-t-il donc le lendemain? C'est ainsi que le lendemain matin, les voisins l'avaient vu venir et les voisins lui avaient dit, à la rumeur, les voisins qui commandent dans ces milieux fermés que sont les petits villages de montagne ici, « Tiens, vous voilà déjà !» On s'étonnait qu'elle n'eût pas passé la nuit avec son mari. Mais puisque la chose était faite, vous venez trop tôt, voyons. Il vous faut le laisser dormir. Ces hommes, quand c'est fatigué, on en a vu qui ont dormi 3 jours. Oui, 3 jours et 3 nuits de suite. Il était déjà tard pourtant, car il était près de 9 heures. Et comme Thérèse hésitait à entrer, « Oh, entrez seulement !» lui disaient les voisines. « Ou bien il dort toujours, et vous ne le dérangerez pas, ou bien il est réveillé, et il ne semble pas non plus que vous le dérangerez. » On riait. On a ri pendant qu'elle entrait, et on ne l'a plus vue. Puis voilà qu'elle reparaît. Toujours ces images presque figées. On ne l'a plus vue, elle reparaît. On nous décrit vraiment ce qui se passe visuellement de manière très nette, très simple, très précise. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne l'avez pas vu? Qui? Antoine? Non. Ah mon Dieu, c'est qu'il n'est plus là? On lui disait, « Ah, ce n'est que ça. Vous nous aviez fait peur. Eh bien, c'est qu'il sera sorti. Vous n'avez qu'à aller le chercher. Il est sûrement dans le village. » Mais elle secouait la tête. Elle la secouait beaucoup de fois. Et le petit geste très significatif. « Oh non, disait-elle, moi, je sais, il est reparti. » Reparti pour où? Pour là-haut. Ces dialogues très très simples, là aussi, là-haut. Pas besoin de faire de longues descriptions, on sait où c'est là-haut. C'est la montagne, c'est celle qui s'est effondrée parce qu'il veut aller rechercher Séraphin, qu'il croit encore vivant. Justement, un représentant de la justice et un gendarme venaient d'arriver de la vallée, ayant à recueillir les déclarations d'Antoine. Ils avaient demandé où il habitait. On leur avait montré la maison. Ils s'approchent. Ils voient une femme qui fait des mouvements de tête et de grands gestes avec les bras en haut des marches du perron, vu de loin. Avec les gestes, là, on a quelque chose de très cinématographique. On est dans une époque de cinéma dans l'écriture de ce texte. Et on voit vraiment l'image de loin qui va se rapprocher ici. Et elle, en les voyant venir, et tout d'un coup on renverse, c'est elle qui voit, alors qu'avant c'était eux, s'est mise à rire d'un rire faux. Ah, vous voilà, vous. Ah, c'est bien le moment d'arriver. Puis, changeant de ton, « Oh, s'il vous plaît, montez vite, s'il est là-haut. Oh, s'il vous plaît, on ne sait pas ce qui peut arriver. » Et là, il y a une petite pause dans le texte, puisqu'on va changer d'endroit et de personnage. Il était là-haut, en effet. Étant parti avant le jour, dans sa folie, il avait fait en sens inverse tout le voyage. Et ayant sa chemise blanche et son habit neuf, il se présente chez Biola,
peu avant la place où se montrent les grosses pierres que la mousse aujourd'hui a peintes en or, en jaune clair, ou gris sur gris, ou vert foncé. Peu avant l'éboulement où les plus importants des blocs, ceux qui sont comme des maisons, nourrissent dans leurs fissures toute espèce de plantes, la myrtille, l'airelle, l'épine vinette aux fruits ligneux, aux feuilles dures. Il passe la tête par l'ouverture de la porte. Là aussi, juste le petit geste. Il passe la tête par l'ouverture de la porte. Il demande « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Ma foi, non, a dit Biola. »« Antoine. »« Antoine qui ? C'est qu'il y en a beaucoup d'Antoine par chez nous. »« Antoine. Regarde-moi mieux que ça, voyons. Antoine Pont, d'Aïr. »« Pas vrai. » Biola recule. Puis, continuant à tenir ses yeux attachés sur cette figure qu'il voit maintenant tout entière, parce qu'Antoine a ôté son chapeau, il lui refait par l'imagination ses belles couleurs et sa forme ancienne. Il l'a arrondi, il l'a coloré. Oh, attends, mais que oui, c'est bien toi. D'où sors-tu? Intéressant ce d'où sors-tu, parce qu'il est véritablement sorti de la montagne. Antoine a dit, et c'est justement la réponse qu'il va donner, de dessous les pierres, comme un mort qui sort de sa pierre tombale ici. Il tend le bras vers où il faut et c'est tout près. J'ai été pris comme les autres, seulement moi, j'en suis sorti. Pas vrai, disait Biola. Et Biola a repris. Comment as-tu fait? Sur le ventre, sur les mains et les genoux. 7 semaines. Ça, il le répétait inlassablement, ce 7 semaines dans le chapitre précédent. Et d'où viens-tu à présent? Du village. Loutre. C'est Biola qui appelle. Loutre, hé! Loutre travaille dans les environs. Loutre vient. Tu sais qui c'est? Loutre est resté à quelque distance. Il est plein de méfiance. Non. Tu le connais pourtant bien. Tu as dû voir sa marque à feu, A.P. Ma foi, en tout cas, dit Loutre, il ne manque pas de peau sur le cou. Ôte-la lui. Et il lui faudrait bien un peu de bourre sous les joues, rembourré. Pont. Puisqu'il avait maigri énormément, on l'imagine plus gros, hein, c'est bien de ça dont il s'agit ici, comme si on l'empaillait presque comme un animal. Ça y est, Loutre, tu vois, tu peux approcher, tu ne risques rien. L'autre s'approchait et l'autre disait aussi « D'où sors-tu » Antoine a tendu de nouveau le bras vers le nord où sont les parois et où on pouvait voir le bas du tas de pierres. Puis il a recommencé son histoire pendant que Biola lui demandait « Quand est-ce » ? « Hier. Non, avant-hier. » Biola appelle encore. « Et Marie ?» C'est la femme d'Onneloy qui habite un des chalets voisins. Elle paraît sur le pas de sa porte et s'arrête. Biola lui parle de loin. « Et Marie, vous vous souvenez avant-hier, le fantôme ? Oui, quand vous vous êtes sauvés. Il faut dire qu'il avait de l'appétit, vous vous souvenez, et qu'il avait bon estomac. Eh bien, le voilà, votre fantôme. » Ah, disait-elle, qui ? Pont, Antoine. Et Dzosé s'est montré à côté d'elle, avançant la tête pour mieux voir. D'un coup, tous ces personnages qui arrivent un par un. Loutre, Marie, Dzosé, c'est-à-dire Joseph. « C'est vrai, disait Antoine, mais j'avais faim. Pensez-vous, 7 semaines. Et c'est vrai, je ne devais pas être beau à voir.
Mais c'est moi, oui, je vous le promets, c'est moi, disait-il en s'adressant à la femme d'Onneloy, et je vous payerai ce que je vous dois, bien entendu. La femme d'Onneloy a fait 1 ou 2 pas hors de sa maison. Alors, disait Antoine, je suis descendu au village, et il a bien fallu qu'ils me reconnaissent pour finir, parce qu'au commencement, oui, ils ont été comme vous. Ils m'ont même tiré dessus. Ils me prenaient pour une apparition. On a bu ensemble, disait Antoine. Ils ont fait venir le curé, disait Antoine, et puis on a bu ensemble. Zosé, lui aussi, s'est approché. Seulement, voyez-vous, continuait-il, il y en a un qui est resté là-haut. C'est à cause de lui que je remonte. Vous n'avez vu personne, vous? Je me suis levé avant le jour, parce que sans ça, je sais bien, il m'aurait empêché de me mettre en route. Il m'aurait dit « Il n'y a personne ». Eh bien moi, je dis qu'il y a quelqu'un. Ils étaient à présent plusieurs hommes qui entouraient Antoine, sans comprendre ce qu'il disait. Toujours plus de monde là. On voit vraiment cet attroupement petit à petit qui se fait, mais presque par couches successives. C'est pas quelque chose qui avance comme ça, mais tout d'un coup, il y en a quelques-uns de plus. Ils étaient maintenant plus. On a des scènes qui se suivent, mais très rapidement, très rapprochées. Et lui, parce qu'il n'est pas mort, Séraphin. Vous vous souvenez bien, Séraphin Carupte, un assez vieux. Oui, lui-même, le frère de ma belle-mère. Et si je me suis marié finalement, c'est grâce à lui, parce que ma belle-mère ne voulait pas de moi pour gendre. Vous comprenez, un vieil ami plus qu'un ami. Il continuait. Eh bien lui, il y est toujours. Où? Là-haut. On était ensemble dans le chalet quand la montagne est tombée. Oh, je me rappelle bien à présent. On était assis devant le feu, il me disait « Tu t'ennuies ?» Il me disait « Et alors? Est-ce que je ne compte plus? Bien plus qu'un ami, un père. » Là on revient tout au début de l'histoire, hein. La scène inaugurale du roman autour du feu avec Antoine et Séraphin, effectivement. Bien plus qu'un ami, un père. C'est que je suis orphelin, moi. Eh bien, moi, je m'en suis tiré. Mais lui, il est toujours là-haut. Oui, sous les pierres. Je le leur ai dit au village, mais ils n'ont pas voulu me croire. C'est pourquoi je suis remonté. Et je suis tout seul. Mais vous allez m'aider. Combien êtes-vous? Au moins une dizaine. Il est vivant, je vous dis. Je m'en souviens bien, j'étais par terre, il m'a parlé, il disait « Où es-tu, Antoine ?» Seulement, il n'a pas su trouver le bon passage. « Pensez-vous, disait-on. Pensez-vous après tant de temps? Et moi, j'y suis bien resté 7 semaines. Lui, ça ne fera guère que 2 jours de plus. Dites, venez-vous? Oh, bien sûr que vous viendrez. On va essayer de l'appeler, ou bien il faudrait avoir un fusil et tirer des coups de fusil. Ça lui ferait trouver la bonne direction. » Il parlait de plus en plus abondamment, de plus en plus vite et en grand désordre. Vous posant des questions, sans attendre la réponse. Les autres l'entouraient, les autres hochaient la tête. Puis 2 d'entre eux, c'est-à-dire Biola et Loutre, sont partis quand même avec Antoine. Intéressant ce « quand même ». C'est totalement irraisonnable de partir avec lui. On se rend bien compte qu'il y a très très peu de chances que Séraphin soit encore véritablement en vie. Mais ils sont partis quand même. Les 3 hommes ont pris sur le côté droit du pierrier de manière à être rapidement au-dessus de lui. Ils sont montés à cette pente abrupte et ils ont fait descendre le pierrier comme à la corde à côté d'eux. Étant bombé, il s'est aplati. Les gros blocs devenaient comme du gravier, les plus petits comme du sable.
D'abord, on avait eu devant soi son élévation, ayant une crête comme une vague, et la pente qui est derrière la crête était cachée. La pente se montre, elle se découvre, elle s'abaisse. Ce qui était une pente n'en est plus une. Oh, disait Antoine, oui, disaient les hommes, et il t'aurait fallu voir comme ça fumait. Ça fumait. Par Dieu, toute cette poussière, pendant 3 jours, on n'a rien vu. Mais à présent, tout pouvait se voir. Tout se voyait de mieux en mieux. À présent, tout pouvait s'entendre. C'est seulement quand les souliers ferrés des 3 hommes mordaient la roche, faisant un bruit comme quand un chien croque un os. À nouveau, ces images très familières qui surviennent tout d'un coup pour décrire des événements hors du commun, que le silence était un peu dérangé. Puis, il n'a même plus été dérangé du tout, parce que les 3 hommes étaient arrivés sur une espèce de palier, où ils s'arrêtent, pendant qu'Antoine regarde de tous côtés au-dessous de lui, puis hoche la tête. Dire que j'en suis sorti vivant. Il reprend. Mais du moment que je suis sorti vivant, il en sortira bien vivant lui aussi. Il considère une fois de plus au-dessous de lui l'énorme désastre que c'est cette espèce de mer arrêtée. Avant, il y avait déjà l'image des vagues, les pierres qui sont une mer arrêtée. Toute cette immensité morte où il ne reste plus personne. Antoine dit, il est là. Tout est mort. Pourtant, Antoine dit, il est vivant. On a évidemment cette antithèse de la mort et de la vie. Qui l'emportera? Nous ne savons pas. À ce moment-là, si oui ou non, Séraphin est vivant. Si il y a un deuxième survivant à cette catastrophe. Et on a beau regarder, rien ne bouge nulle part dans ces espaces. Ni à la surface brillante de la roche, ni dans les trous qui y font des taches mates, ni au-dessus de sa surface. Pas un oiseau ce matin-là, tournant dans le ciel sur ses grandes ailes ou voletant avec des cris devant une fissure dans les parois. On a déjà vu passer des oiseaux. Les oiseaux jouent un rôle essentiel d'annonciateur de la vie dans ce livre. Il y a l'aigle qui voit, qui est le seul capable de voir Antoine Pont sortir de la montagne. Il y a les oiseaux qui l'accompagnent quand il sort, qui indiquent la vie. Mais là, il n'y a pas d'oiseaux. Tout était mort. Mais lui disait, il est en vie. On avait exactement la même phrase auparavant, sauf que auparavant, à la fin de la page précédente, tout est mort. Pourtant, Antoine dit, il est vivant. Et puis, tout était mort. Mais lui disait, il est en vie. Vous voyez, la variation, c'est exactement la même chose, mais c'est du passé. C'est plus Antoine, c'est lui. C'est plus il est vivant, c'est il est en vie. Comme on transforme imperceptiblement le langage pour dire presque la même chose. Il tend le bras. Il dit « Voyez-vous ces 2 gros blocs? Vous les voyez? Eh bien, c'est là que je suis sorti. » Et le chalet, disait-il, le chalet devait être un peu plus bas. Mais où? Ah, disait-il, c'est difficile de se retrouver dans toute cette cochonnerie. Il faut d'abord s'orienter. C'est pas commode. Où est le nord? Ah, le voilà, hein. Alors, disait-il, c'est bien ça, c'est ce talus. Le talus, c'est à cause qu'on était adossé à un banc de roche et les cailloux ont passé par-dessus. Il doit être là, Séraphin. Il appelle, Séraphin! Il appelle de toutes ses forces.
Il met ses mains en porte-voix devant sa bouche, poussant dehors de toutes ses forces les 3 syllabes qui font 3 notes, qui se suivent et semblent d'abord s'être perdues, parce que tout un grand moment, on n'entend plus rien. Puis elles vous, le vous qui revient, puis elles vous reviennent, comme un boomerang, elles vous reviennent, ayant été heurtées la paroi de l'autre côté de la combe. Le nom vous revient une première fois presque intact. Il vous revient une deuxième fois usé aux ongles et assourdi. La troisième fois, il n'est plus qu'un frôlement, comme quand un léger pan d'étoffe traîne derrière vous sur le sol. C'est une description extraordinaire de l'écho, ça. Il aurait fallu avoir un fusil et tirer un coup de fusil, dit Antoine. Il a dit, mais vous aurez bien une pioche et une pelle à me prêter. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 7 de la deuxième partie d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus. On se rapproche vraiment de la fin. Il me reste une vingtaine de pages, un peu plus, 23 pages à lire, dans les chapitres 8, 9 et 10 de ce roman qui nous laisse haletant. Séraphin est-il en vie ou pas? On le saura bientôt, mais il faudra un peu de patience pour atteindre le chapitre 8 de d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus.